Passion MLB, épisode numéro 34. Charles-Alexis Brisebois à l'animation. Merci à tout le monde d'être à l'écoute encore une fois. Je le dis à chaque semaine, mais évidemment, on aime ça avoir des auditeurs autant en live les jeudis soirs à 20h sur Facebook, sur X et sur YouTube, autant ceux qui nous écoutent en format podcast un petit peu plus traditionnel. Comme à chaque semaine, je suis accompagné du collègue Sébastien Berroir. Monsieur Berroir, comment ça va? Ça va très bien, mais avant qu'on commence, je veux juste t'avertir, ça se peut que je t'écoute pas ce soir. Là, tu vas me dire, bon, ça ne changera pas C'est d'habitude, là, il n'y aura pas de changement, mais j'ai le match des Yankees juste à côté de moi, fait que je vais peut-être en perdre des bouts. Je comprends. Ben écoute, si ça arrive, moi j'ai mon plan de backup qui fait bien plus mon affaire de toute façon. Je Oui, vais aller jaser à Pascal qui parfait. est là avec nous. Pascal, toi, vas-tu m'écouter? Oui, je vais t'écouter. Ben, on va laisser Sébastien tranquille. Puis Sébastien fait juste nous informer sur le score une fois de temps en temps. Juste si ça va bien. Ben oui, juste si ça va Oui, bien, c'est ça. évidemment. Évidemment. Ben regarde, moi ce que je vais faire, Pascal, c'est que je vais me mettre le score sur le côté et si les Royals marquent, moi je vais t'avertir. Puis moi, je vais quitter. Puis écoutez, ceux qui nous écoutent en live en ce moment, on vous invite à nous dire aussi les scores là, des Ouais. matchs. Là, pour l'instant, bon, il est 20h03. C'est 2-2 entre Détroit et Cleveland en bas de sixième manche. Et ben, ça va commencer dans les prochains instants du côté de Kansas City. Donc, on va suivre ça évidemment d'un œil averti. Parce que vous comprendrez que l'un des sujets principaux de notre podcast, ce sera bien évidemment les séries éliminatoires. Mais avant, les gars, je voulais quand même passer un petit mot sur ce qui se passe du côté de Tampa Bay avec l'ouragan. Je ne sais pas si vous avez, ben vous deux, j'imagine que oui, là, mais si en général, vous avez vu les images de tout ce qui se passe en Floride. Pascal, les images du Tropicana Field qu'on voit sans toi, c'est des images qui sont assez marquantes. Là. C'est effrayant, là. C'est effrayant comment la température fait des ravages là-bas. Puis, tu sais, c'était prévisible, là, ça fait quand même plusieurs jours qu'on s'y attend. Est-ce qu'on s'attendait à ce que ça soit aussi violent que ça? Je pense que la réponse, c'est non. Puis, pour voir une structure de cette amplitude-là disparaître, ça démontre un peu là, la force des vents. Puis, c'est triste de voir ça. Puis en même temps, ben, écoute, en Floride, c'est pas la première fois que ça arrive, mais les gens, on s'y habitue jamais. Puis avec tous les changements climatiques, ben, je pense que ces épisodes-là seront toujours plus forts selon moi, là, avec plus de vigueur. Absolument. Sébastien, il est encore tôt pour poser cette question-là. Puis en ce moment, tous ceux à qui on la pose là, de la MLB, les Rays, peu importe, disent bon, on n'a pas encore décidé, on évalue les dégâts, mais ils vont faire quoi les Rays de Tampa Bay si leur stade n'est pas prêt au début de la saison? Parce que la saison va arriver beaucoup plus vite qu'on pense. Là, puis, je sais qu'à la limite, là, tu peux prolonger dans ton stade de camp d'entraînement. Moi, j'ai l'impression qu'à la limite, tu peux peut-être négocier avec les Yankees pour aller jouer au George Steinbrenner Field parce que c'est plus proche, parce que c'est plus gros que le stade de camp d'entraînement des Rays. Mais je veux dire, c'est des solutions peut-être temporaires. Là. Si ça arrive, c'est qu'il faut que le stade soit prêt au début du mois de mai ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est des grosses questions qu'on doit se poser à Tampa Bay pour un stade qui est vieux puis dans lequel on ne veut sûrement pas lancer de l'argent non plus. Là. Oui, quelle situation. C'est un peu bizarre parce que tu mentionnes si le stade va être prêt pour le début de la saison. Moi, j'ai envie de dire qu'il ne sera pas prêt. Là, Ouais. ça prendra un miracle pour que le Tropicana Field soit prêt pour le début de la campagne des Rays. Donc, on va avoir des décisions à prendre. Est-ce qu'on va mettre de l'argent sur un vieux stade en sachant très bien qu'on s'en va dans quelques années? Je pense que présentement, le propriétaire des Rays n'est pas très heureux. C'est de la faute à personne. C'est une situation particulière, mais ça chamboule un petit peu les plans. Puis oui, il va falloir trouver une solution. Est-ce qu'on va rester en Floride? Est-ce qu'on va aller jouer à Oakland parce que le Coliseum est disponible? Une chose est sûre, ils ne viendront pas à Montréal. Non, avec les rénovations qu'il y a, ben, on a autant de toits en ce moment à Montréal qu'il y en a à Tampa Bay. Oui, Évidemment, pas pour les mêmes raisons, ouais. mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des images pas de toits au Stade olympique à Montréal. D'ailleurs, Pascal, moi, je me souviens pas d'avoir vu ça là, parce que j'ai pas, j'ai pas la même expérience de vie, mais la façon dont on se dirige en ce moment à Montréal, ben, on veut construire un stade qui ne servira plus pour le baseball.
on veut enlever, on veut faire des rénovations, etc. Moi, ce que j'ai peur, Pascal, je vais te le dire, c'est que dans une couple d'années, on apprenne, ouais, Montréal aurait pu être une option si jamais on ne s'était pas lancé dans cette construction-là. Ça se peut qu'on apprenne ça, puis évidemment, on ne le saura jamais, puis ça aurait été à court terme, mais c'est un scénario qui n'est pas impossible. Ah, ça serait vraiment pathétique, là. Ouais. Ça serait vraiment pathétique. Puis, on ne peut pas se permettre de construire un nouveau stade en ne sachant pas si on va avoir une équipe non plus, là. Remarque qu'il y a une ville pas très loin de chez moi qui le fait. Sébastien, c'est pas loin de chez toi. Oui, c'est pas loin. De construire un aréna sans avoir d'équipe, là, mais ça, c'est une autre histoire. Mais ça serait vraiment pathétique, je me répète, là, de savoir que les expos, en fait, il y aurait pu avoir une concession à Montréal, mais comme le stade n'était plus propice à ça, on est passé à côté. Il y a peu de chance, là, mais n'empêche que c'est une possibilité quand même. J'ai l'impression que ça va vraiment passer par une solution temporaire, par des stades de camp d'entraînement. S'ils avaient accepté de le faire pour les Blue Jays avec la COVID, j'ai l'impression que par cause de force majeure, on va peut-être y arriver. Ça ferait en sorte qu'il y aurait peut-être 28 équipes sur 30 seulement l'an prochain qui joueraient dans un vrai stade pour commencer la saison. Ça serait quand même assez spécial, mais on en est là en ce moment là, avec ces deux concessions-là qui traînent de la patte depuis quelques années déjà. C'est pas comme s'il y avait beaucoup de monde qui assistait au match des Rays non plus. Donc, tu sais, de se diriger vers un plus petit stade, c'est pas nécessairement catastrophique, là. On passe pas du Yankee Stadium à 45 000 personnes à 5-7 000. Là, fait que je pense que c'est triste à dire, mais s'il y avait une place où il fallait que ça arrive, c'était là. Mais c'est sûr que c'est pas une situation idéale, là. Ils vont peut-être finir par faire des sales combles à tout. Oui, ils n'auront pas besoin de fermer le deuxième deck, là. Non, c'est ça. Messieurs, on veut revenir évidemment sur les séries de division qui sont en cours et même dans le cas de la série entre les Mets et les Phillies qui sont terminées. Je propose de commencer par celle-là parce que justement, on sait que les Mets de New York ont réussi à battre sur un 3-5 en 4 parties les Phillies de Philadelphie. Les Phillies, Pascal, que tu voyais peut-être en série mondiale? Moi, je ne parlerai pas sans la présence de mon avocat. Oui, mais je les voyais dans ma soupe. Hein. Je pense que ça fait quelques années que je les voyais dans ma soupe. C'est vraiment triste ce qui se passe parce que quand je regarde l'alignement des Phillies, il y a des joueurs qui vont passer sur le côté un peu descendant de leur carrière très bientôt. Là, puis je ne dis pas qu'ils vont devenir des joueurs moyens pour autant. Hopper, Schwarber, Turner, Castellanos, Wheeler. Nola est un petit peu plus jeune, mais ces joueurs-là, ils ont comme pas mal atteint leur prime. Ils sont en train de baisser tranquillement, pas vite. Il y avait une fenêtre, une porte patio qui était ouverte à Philadelphie, selon moi. Ouais. Mais là, je pense qu'on vient de rétrécir la marge. Puis la fenêtre s'est fermée, malheureusement. Est-ce qu'elle va rester entrouverte pour les prochaines années? Ben, j'en doute parce qu'il devra y avoir une cure de jeunesse qui devra se faire éventuellement parce que tous les joueurs que je viens de nommer, ce n'est pas des jeunesses, là. Moi, j'ai l'impression que du côté de Philadelphie, on ne pourra pas garder cette fenêtre-là éternellement ouverte, je suis d'accord. Mais en même temps, on n'est pas si loin. Il y a quand même des bons éléments. J'ai l'impression, Sébastien, qu'avec une relève qui a du bon sens, on aurait pu avoir une équipe. Là. Les relèves, on dirait qu'on les sous-estime toujours, même si à chaque début d'année, on dit toujours de ne pas les sous-estimer. Mais j'ai l'impression que si les Phillies avaient fait un bon travail à ce niveau-là, peut-être que l'histoire serait un peu différente. Je suis d'accord avec Pascal dans l'optique où dans 5 ans, ce ne sera peut-être plus le même noyau qui sera là pour guider les Phillies vers la Série mondiale, mais à court terme, il y a moyen de se rattraper là, du côté des Phillies. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'il avait cette relève-là en début de saison. T'sais, on avait fait le travail qu'il fallait faire. Au terme de la dernière campagne, on le savait qu'il fallait adresser les lacunes dans l'enclos de relève. On savait que c'était une de nos faiblesses principales. On l'a fait. Il faut donner crédit à Dave Dombrowski. Il l'a fait. Mais on dirait qu'il a complètement annulé ce travail-là à la date limite des transactions en se départissant de 2 de ses meilleurs releveurs pour aller chercher un petit peu de renfort en attaque. Du renfort qui a été complètement inexistant en deuxième moitié de saison et en séries éliminatoires. Puis là, on s'est retrouvé avec une relève qui était chancelante. Puis on le sait, en séries éliminatoires, la relève est tellement importante. Elle arrive tôt dans les matchs. C'est elle qui va te garder dans les matchs. Et là, ça a été complètement l'inverse. C'est cette relève-là qui a coulé les Phillies. Je comprends que l'attaque a été anémique. Mais si je prends l'exemple des Yankees, par exemple, l'attaque est anémique, mais la relève les a gardés dans les matchs. C'est ce qui fait qu'ils sont en avance présentement dans la série, ce qui n'a pas été le cas à Philadelphie. Donc, on avait fait le travail, on l'a détruit par la suite. Donc, oui, on n'est pas si loin
de cette fenêtre-là, mais il va falloir faire les choses de la bonne façon. C'est quand même rare de voir Dombrowski, je vais dire ça un petit peu entre guillemets, se planter de la sorte. Oui. Habituellement, il amène ses équipes jusqu'au bout, mais là, c'est une campagne difficile pour le président des opérations baseball. Ben, en même temps, tu dis ça, rappelle-toi en 2014, c'était dans ces années-là, les Tigers, c'était sensiblement la même équipe que les Phillies. Il y avait une très belle rotation, il y avait de l'attaque, puis après ça, ben écoute, si le lanceur partant ne lançait pas 9 manches, c'était une défaite. Là. C'était ça, là, c'était des lanceurs partants des Scherzer, des Verlander qui lançaient 8 manches en série, puis en 9e, il échappait 3 points. Ça a été ça. C'est un peu la recette de Dombrowski aussi à ce niveau-là, mais à place de s'écrouler rendu en série de championnat, en série mondiale, ben, tu t'écroules en série de division. Mais ça n'existe plus, des partants qui lancent 7, 8, 9 manches, surtout pas en série. C'est incroyable. Le moindre petite défaillance d'un partant, il est sorti du match. Donc, tu sais, cette recette-là, tu dois l'adapter. Ça a marché en 2014, dans ces années-là. Mais maintenant, tu dois adapter cette recette-là puis ajouter de la profondeur dans ton enclos de relève parce que ton releveur, il va arriver en 4e manche si ton partant ne fait pas le travail. Puis, tu sais, je dis ne pas faire le travail, ça dépend des standards qu'on décide, mais le baseball a complètement changé dans les 10 dernières années. On parle justement là, du fait que les gérants, on dirait qu'ils ont peur d'avoir peur en séries éliminatoires. On change un petit peu la recette. Pascal, je te ramène au premier match de cette série-là où est-ce que Zach Wheeler était complètement en feu, est sorti en 8e manche et je vais utiliser une expression, je pense qu'il ne pourrait pas mieux s'appliquer. Quand le chat est parti, les souris dansent. Hein? Les écluses ont été complètement ouvertes pour les Mets de New York. Pourquoi on a enlevé Wheeler? C'était quoi le problème avec Zach Wheeler? Il était rendu à 111 lancés. OK, tu es rendu en série. Là. Tu peux pousser un petit peu plus la machine. Là. Son bras, il est réchauffé là, depuis le mois d'avril. Là. Tu peux lui donner ne serait-ce qu'un ou 2 retraites plus. Tu es capable de le pousser. Il était intouchable, Wheeler. Puis tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui est plus dommageable pour un gérant de se faire dire tu as gardé ton partant un lancé de trop, un frappeur de trop, 2 frappeurs de trop, ou de dire je le sors, il est dominant, puis je sais que je n'ai pas de relève, fait que je joue le tout pour le tout, puis je m'attends à mourir avec ma relève, mais il y a mort puis mort. Là. Ça, c'est une mort violente là, qui est arrivée. Là. Mais c'est parce que si t'es les Guardians, tu peux mourir avec ta relève. Si t'es les Padres, tu peux mourir avec la relève. Si t'es Phillies, tu peux pas mourir avec ta relève. À Philadelphie, ça se fait pas. Non, tu essaies d'éviter justement ça. Puis Wheeler est en feu, tu le dis. Les Mets ne touchaient pas à la balle ou à peu près pas. La seule raison, c'est le nombre de lancers. Puis encore là, le nombre de lancers, il n'était pas rendu à 144 tirs. Il y avait encore au moins une manche dans le bras. Là. Puis c'est un peu là que la série s'est jouée. Pas un peu, c'est là que la série s'est jouée parce que si Wheeler va un petit peu plus loin, puis là, on utilise des si, si les Phillies remportent ce match-là, ben, c'est une toute autre série. Puis ça a redonné du momentum aux Mets, évidemment. Puis les Mets, ils n'en ont pas besoin de momentum. Ils en ont une boîte pleine là, actuellement. Non, regarde, il a causé sa perte. Puis c'est plate parce que il y a quelques années, on disait qu'on a dit ce gérant-là, c'est un génie. Là, il les a amenés là où ils devaient être. Puis quelques années plus tard, ben, on a le résultat. C'est triste, c'est dommage. Là. Ben écoute, tu m'ouvres la porte, je vais te la poser justement, la question, Pascal. Il y a Bob Nightingale qui dit que l'avenir de Rob Thompson va être évalué à Philadelphie, ce qui est quand même une procédure parce que tu veux évaluer quand il y a une décision comme ça, mais est-ce que tu penses que Dave Dombrowski, justement, qui n'a jamais peur de faire certains mouvements de personnel, pourrait se dire, ben écoute, je sais pas, il y a un David Ross qui est disponible ou il y a Skip Shoemaker qui est disponible ou peu importe, est-ce que j'ai envie de faire un mouvement? Moi, la question, la façon dont je vois les choses, puis tu me diras ce que tu en penses, je pense pas nécessairement qu'il veut tasser Rob Thompson, mais je pense qu'il va se dire, est-ce qu'il y a un candidat à l'externe qui peut être meilleur que Rob Thompson? Et si j'ai un nom en tête, là, je vais bouger. Mais je pense pas qu'il va bouger juste pour bouger, pour conduire un gros processus par la suite. Je pense que s'il bouge, c'est pour quelqu'un en particulier. Ah, absolument. Puis, je veux dire, il va passer son message, il va livrer le message qu'il a à faire, mais il va regarder ses options. Puis des options, il y en a. Terry Francona, Cincinnati, c'est un peu sorti de nulle part, mais n'empêche, tu as nommé Ross, tu as nommé Schumacher, c'est des candidats très, très, très intéressants pour se retrouver là, dans une équipe comme Philadelphie. Puis avec l'équipe que Philadelphie a actuellement, outre à la relève, ben, n'importe quel gérant veut se ramasser là actuellement. Mais il va passer son message, il va regarder ses options, mais selon moi,
Thompson est encore une solide option pour Ouais. mener les Phillies là, à bon port. Fait que moi, je ne serais pas surpris de le voir demeurer en poste actuellement. Là. Je m'attends probablement à le voir demeurer. Ceci étant dit, Sébastien, si on analyse justement ces noms-là, ou peu importe, peut-être qu'il y en a d'autres en tête, peut-être que ça pourrait changer si jamais les Yankees ou les Dodgers décident d'y aller d'une décision puis de laisser partir Aaron Boone ou Dave Roberts. Mais sinon, tu es un gérant qui est agent libre. En ce moment, tu as Miami, puis si tu es Skip Shoemaker, ce n'est pas une option. Puis tu as les White Sox de Chicago qui cherchent des gérants. Fait que si Philadelphie se rajoute à la course, il n'y a pas de photo. S'il y a un gérant qui ne choisit pas Philadelphie parmi ces 3 options-là, il n'a pas sa place dans le baseball majeur. Non, ça va être terminé. Il va pouvoir prendre sa place bien au chaud à son domicile. Mais si on se replace dans les chaussures des Phillies, tu as nommé les candidats qui sont disponibles en ce moment. Est-ce que c'est vraiment des meilleurs candidats que Rob Thompson? Rob Thompson, qui, il y a 2 ans, a amené le club jusqu'au bout. C'était la nouvelle saveur du jour. C'était exceptionnel ce qu'il a fait et c'est vrai. Qu'est-ce qui a changé depuis? Rien du tout. Il ne peut pas aller frapper à la place de ses frappeurs. Non. Il ne peut pas aller lancer à la place de ses releveurs. Oui, il a pris une décision peut-être un petit peu controversée, mais est-ce que c'est vraiment sa décision? Est-ce que c'est le département de l'analytique qui avait pris cette décision-là avant même la rencontre? Ouais. Ça, à l'interne, on le sait. Donc, on va prendre la décision en fonction de ce qui s'est passé à l'interne à ce moment-là. Mais je n'ai pas l'impression que les candidats qui sont disponibles, même si Aaron Boone, si Dave Roberts devenaient disponibles, qui sont vraiment meilleurs que Rob Thompson ou peuvent faire plus que Thompson avec cette formation-là. Donc, je ne vois pas vraiment les Phillies changer de gérant cette année, à moins qu'il se soit passé quelque chose à l'interne, ce que je ne crois pas. On ne le saura jamais, mais je ne pense pas que le problème est là. On a d'autres choses à adresser avant de se rendre au gérant. Là, Sébastien, tu ne fais pas ta job là, parce que tu ne nous indiques pas que c'est 1-0 pour les Yankees en ce moment. Là, je ne voulais pas vous couper dans ce bel élan-là. Peut-être juste un dernier élément sur les Phillies et sur le gérant Rob Thompson. Moi, il y a un geste qui m'a un peu surpris. Puis je ne sais pas si c'est un geste de panique ou s'il a voulu un peu dévier la conversation, mais tu sais, l'utilisation d'Alec Bohm, qui a été un joueur régulier toute la saison. Là, on décide en série, bon, ben, tu ne frappes pas, on va te remplacer. Est-ce que c'est un geste de panique? Est-ce que c'est un message qu'il voulait envoyer aux autres rapports de son alignement? Est-ce qu'il voulait dire, ben, écoutez, les journalistes, arrêtez de parler de la relève, là, on va parler d'autres choses? Moi, j'ai perçu ça un petit peu comme un geste de panique, mais en même temps, il fallait qu'il fasse quelque chose. Il n'y avait comme pas le choix. Là. Ouais. Tu as raison. Cette attaque-là qui est en difficulté depuis quelques mois, j'ai pas l'impression que c'est pour distraire les journalistes parce que les gérants qui font ça font quelque chose qui fait en sorte que la lumière est sur eux et non pas sur un de leurs autres joueurs. Fait que j'ai peut-être pas l'impression que c'est ça. Ceci étant dit, peut-être que ça fait partie de l'équation aussi, mais moi, j'ai l'impression que c'est peut-être un message qu'il voulait envoyer, 1 à lui, puis 2 aux autres frappeurs parce que je voulais te relancer là-dessus, Pascal, puis je vais en profiter. C'est pas tous les joueurs qui roulent bien. Un joueur qui est là depuis 2 ans à Philadelphie, qui n'a pas fait grand-chose dans ces 2 dernières années-là, à part se faire applaudir parce que ça allait mal il y a 2 ans. Trey Turner, qui est arrivé à gros prix, on ne peut pas dire, tu sais, il n'est pas mauvais, mais on ne peut pas dire qu'il casse rien, puis on ne peut certainement pas dire qu'il amène l'équipe au prochain niveau pour un gars avec un contrat de cette stature-là. Ouais, puis c'est pas le Trey Turner qui joue au niveau d'un Trey Turner qui a dominé quand même là, durant quelques années. Puis effectivement, est-ce que ça peut expliquer que les Phillies ont peut-être pas encore la recette gagnante, mais en même temps, quand tu signes un gars de ce calibre-là, tu t'attends définitivement à plus. Puis pour le moment, il n'a pas livré la marchandise. Oui, il y a eu peut-être une petite amélioration de différent avec son arrivée à Philadelphie, mais par contre, il n'y a rien fait qui vaille là, en série. Là. Ça n'a pas été un joueur marquant du tout. Là. Non, il n'est pas exactement un facteur en ce moment. Pas du tout. Donc, on disait 1-0 pour les Yankees en fin de première manche contre les Royals et en début de 7e, pardon, c'est 3-2 pour Détroit qui a pris l'avance. Les gars, on a parlé beaucoup de Philadelphie qui a été décevant, comme nous le dit Denis, mais écoutez, quelle belle histoire que celle des Mets de New York. Ça a l'air le fun, Sébastien, en ce moment, être un partisan des Mets de New York, un club qui devait tellement pas se qualifier en série en 2024, qui finalement a profité d'une super belle saison. On a pris le taureau par les cornes vers la mi-saison, on s'est mis à gagner de plus en plus de matchs, on a connu un beau mois de septembre.
On a eu toute cette situation-là où il a fallu revenir à Atlanta pour jouer un programme double parce que les Braves ne voulaient pas déplacer les matchs à la base. Puis finalement, la situation météorologique a fait en sorte qu'on n'a pas eu le choix. Les Braves sont aujourd'hui à la maison. Les Mets continuent leur beau chemin. On a battu les Brewers de Milwaukee, l'ancienne équipe de David Stearns. Ça a brassé. Et là, on s'en va battre un rival de division comme ça. Donc, tu sais, les Braves sont plus en série. Les Phillies sont plus en série. Les rois de l'Est de la nationale en ce moment, ce sont les Mets de New York et ils savent, ils ont du fun. Il y a des gars qui se lèvent au bon moment. Francisco Lindor, ça paraît pas qu'il a mal au dos. On dirait qu'on peut en mettre. Tout va bien en ce moment. Là. Il n'y a rien qui va mal à New York. Jusqu'à temps que ça aille mal peut-être à un moment donné. Mais en ce moment, tout va mal. Tout va bien. The Miracle Mets. C'est ça. 1969, Pascal, tu me corrigeras dans ces années-là. Là. On dirait que tout fonctionne. Puis tu as mentionné Francisco Lindor. Quel joueur de balle. Quand il était à son plein potentiel, quel joueur de baseball. Et il nous le démontre dans ces séries-là. Il nous l'a démontré en fin de saison également. C'est lui qui a traîné cette équipe-là. Par contre, c'est quand même drôle de se dire que les Mets n'étaient pas supposés faire les séries éliminatoires avec la plus grosse masse salariale de tout le baseball majeur. Hein? Oui. On ne s'attendait pas à ce qu'ils soient là, mais ils ont quand même le plus gros payroll de toute la MLB. Mais ils ont trouvé le moyen finalement de se rendre jusqu'au bout. Puis, c'est tout le temps, c'est un joueur qui arrive au bon moment. Brendan Nimmo, Pete Alonso qui frappe des circuits au champ opposé comme il n'a jamais fait. C'est un joueur qui est reconnu pour tirer la balle depuis le début des séries, même depuis la fin de la saison. Le programme double qui a eu lieu le lundi avant les séries a frappé un circuit au champ opposé. Donc, tu sais, il y a plein de petites choses qui cliquent en ce moment pour les Mets. Puis là, on a le momentum que tu mentionnais, Pascal, en ce moment. Présentement, là, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Dans la tête des Mets, il n'y a personne qui peut les arrêter. Il va falloir le transposer sur le terrain. Mais c'est une équipe qui est vraiment, vraiment dangereuse en ce moment. Pascal, on revient à l'automne 2020. Steve Cohen acquiert les Mets de New York et déclare d'ici 3-5 ans, je veux qu'on ramène un championnat dans le Queens. L'an passé, ça a fait 3 ans, puis on s'est dit, ouais, 3-5 ans. En ce moment, ça paraît bien, sa déclaration, parce que je veux dire, il n'y a rien qui nous indique que les Mets vont gagner la Série mondiale cette saison. Ils ont quand même une chance sur 4. Tu sais, c'est pas complètement farfelu de penser que ce club-là pourrait gagner la Série mondiale. Steve Cohen, qui a toujours cru en son équipe, qui a mis beaucoup d'argent, qui a même dit « Ah, mon 341 millions de dollars que j'ai donné à Francisco Lindor paraît bien. » Tu sais, c'est un gérant, pas un gérant, mais un propriétaire que je trouve cool dans cette optique-là, dans le sens où, comparé à beaucoup d'autres propriétaires, on peut nommer celui des Aces, on peut nommer celui des Pirates, de qui tu veux, des Marlins. Ce gars-là a l'air de profondément aimer le baseball, a l'air de vouloir investir en son équipe. J'aime le voir rencontrer les partisans avec une casquette des Mets, puis un chandail des Mets, pas nécessairement un habit cravate. Tu sais, je pense que le leadership part d'en haut, puis il a l'air de créer une belle culture présentement chez les Mets de New York qui rapporte visiblement beaucoup. Ben, c'est rafraîchissant de voir un propriétaire qui s'implique autant. Puis, tu sais, il y a des propriétaires qui pourraient le faire et qui ne le font pas par choix. Mais lui, il a décidé qu'il s'impliquait dans son équipe, puis pas juste avec son cœur, mais avec son portefeuille aussi. Il avait quand même tiré, il a tiré lui-même dans sa chaloupe l'année passée, tu sais, avec des signatures un peu farfelues, Verlander. Il a signé quelques gros lanceurs qui finalement sont allés lancer ailleurs, Scherzer. Il y a DeGrom qui était sur la liste des blessés, je crois, à cette époque-là. Écoute, ça a été un peu bizarre le cheminement. Puis, il pourrait remporter son pari. Hein. Remporter son pari parce que, tu sais, Sébastien a nommé des noms, Nimmo, Alonso, tu sais, on rajoute à ça Vientos. Il y a plein de gens, il y a plein de personnes qui prime actuellement à un moment jugé très, très, très opportun. Puis moi, je les compare un peu aux Diamondbacks de l'année passée, qui n'étaient pas supposés d'être là non plus. Ils se sont rendus quand même très loin. Puis, il y a un parallèle à faire là, parce que, tu sais, les Diamondbacks avaient vraiment du plaisir à jouer en série l'année passée, ce que les Mets ont cette année. Puis, ils pourraient surprendre les Mets là, parce qu'ils sont passés à travers certaines épreuves. Tu as nommé le programme double à Atlanta. Moi, je lève mon chapeau à cette organisation-là, puis personne ne les voyait, malgré la grosse masse salariale, et ainsi de suite. Mais quand tu regardes l'alignement, tu te dis, l'argent va où? Elle va dans les poches de qui, finalement? Oui, Lindor, oui, Alonso.
Puis en passant, un ours polaire, généralement, quand il commence à faire froid, là, c'est bon. Là. C'est la bonne saison pour un ours. Là. Il n'est pas encore tombé en hibernation. Non. Cet hiver, il va pouvoir le faire parce que c'est son agent qui va prendre soin de le garder en vie. Sébastien, on regarde avec les Mets comme ça, qui n'étaient pas parmi les favoris là, au début des séries éliminatoires. Mais depuis le nouveau format des séries, c'est un peu ça. Puis on reviendra tantôt sur les Dodgers et les Padres, une série qui est égale. Les Dodgers pourraient ne pas passer. Les Phillies, qui étaient au deuxième rang de la nationale, n'ont pas passé. Ces clubs-là, depuis le nouveau format dans la nationale, ne passent jamais en série de championnat. C'est toujours une équipe qui a passé par la série wildcard qui y va. Puis celle qui sera en série mondiale dans la nationale, c'est toujours celle qui termine au rang numéro 6, qui était le rang des Mets de New York. Et autre intérêt qui pourrait faire passer les Mets en série mondiale, depuis que les Brewers de Milwaukee existent, à chaque fois qu'ils ont fait les séries éliminatoires, ils se sont fait éliminer par une équipe qui s'est rendue en série mondiale. Systématiquement, à chaque fois. Je pense que c'est 8, 9 ou 10 fois qu'ils ont fait les séries dans leur existence, quelque chose comme ça. Et systématiquement, l'équipe qui les a éliminés s'est rendue en série mondiale. Donc, c'est assez spécial de constater ça. Ça fait en sorte qu'écoute, juste à cause de ça, les Mets, il faut qu'ils aillent en série mondiale. Ça veut dire que les Brewers, c'est une équipe baromètre. Là. C'est ce qu'on Oui, fait. C'est exactement ça. Ceci étant dit, on pourrait dire que les Expos en étaient une aussi, parce que la fois où ils ont fait les séries, ben, les Dodgers se sont rendus et ont gagné la série mondiale. Donc, il y a deux équipes comme ça qui. L'échantillon est un petit peu plus petit dans ce cas-là, là, Ouais. mais ça, on n'en parle pas. Là. Mais là, on arrête le podcast. On se reprend en série mondiale parce qu'on sait déjà que les Mets vont être là. C'est déjà réglé. Il faut juste trouver l'autre équipe. Oui, ben, c'est même pas nécessaire. On pourrait arrêter ça là, puis on propulse les Mets en série mondiale, c'est réglé. Mais si la tendance se maintient à la Bernard de Rome. Oui. Mais c'est toute une saison, puis c'est plein de petites choses qui font que on dirait que la voie est pavée pour les Mets de New York jusqu'en série mondiale. Est-ce qu'on va avoir une autre série du métro? Ça serait extraordinaire. On est encore très, très, très loin de ça, mais le baseball des séries maintenant, une fois que tu es entré dans ce nouveau format des séries, tout peut arriver. Est-ce qu'il faudrait le revoir? Ça, c'est un autre débat, mais présentement, surtout dans la Ligue nationale, les équipes qui ont la semaine de congé ou presque, c'est pas un avantage pour eux. On dirait qu'ils arrivent dans cette série de division-là déjà en retard. On tire de l'arrière, on manque de timing. Puis là, les équipes qui ont le momentum en profitent et les éliminent. Donc, vraiment, tout est possible dans ce nouveau format de séries éliminatoires. Ben, tu sais, les gars sont tellement habitués de jouer à tous les jours que c'est peut-être ça les change de leurs habitudes. Tu as dit justement, une fois que tu fais les séries, tout est possible. C'est un peu ce que Denis nous a mentionné tantôt. Et les gars, je vais utiliser mes talents de déduction. Il y a Étienne qui nous a marqué David Fry, et je regarde la marque. C'est maintenant 4-3 pour les Guardians de Cleveland. J'en déduis qu'il y a un circuit qui s'est marqué quelque part dans toute cette série-là. Il y a beaucoup de circuits cette année en série, hein? Il y a soit beaucoup de circuits ou très peu de circuits dans certains matchs, mais oui, c'est vrai que mais il y a beaucoup de circuits qui sont importants. Puis c'est sûr que chaque circuit en série est important, mais oui, je suis d'accord, il y a beaucoup de longues balles quand même. Ouais. Messieurs, passons à la série entre les Dodgers et les Padres. Sébastien, je vais te poser une question qui comporte 3 mots. Ça brasse, hein? Hey. Mais ces deux équipes-là, ça y est pour vrai. Hein? C'est pas juste la base de partisans. Il y a des joueurs, c'est sûr, à l'intérieur de ces équipes-là qui s'apprécient, qui ont des affinités. Mais en général, ces deux organisations-là saillissent pour mourir. Puis on le voit sur le terrain. On le voit autant dans le personnel d'entraîneurs que dans le personnel de joueurs. Il arrive toujours quelque chose. À chaque match, il y a quelque chose qui se passe. Une animosité qui grimpe de match en match. On l'a vu avec Manny Machado, Dave Roberts, la balle qui a été dirigée vers l'abri des Dodgers. C'est pas grand-chose, mais chaque petit geste prend des proportions énormes, puis là, on en fait un plat, puis tout tourne autour de ces petites choses-là, alors que sur le terrain, on a une série extraordinaire. Si on exclut peut-être le dernier match, alors que les Dodgers ont pris la mesure des Padres de façon très, très facile. Mais sinon, là, on a eu une très belle série jusqu'à maintenant qui va se poursuivre jusqu'à la limite. Donc, on est vraiment gâtés. Dernier match qui aura lieu vendredi soir entre les Dodgers et les Padres. Évidemment, ce sera assez intéressant.
Tu sais, Pascal, on dirait qu'on cherche des raisons pour se motiver. Là. Je ne sais pas si tu avais écouté The Last Dance avec Michael Jordan, mais il se disait qu'il se créait des répliques que les adversaires lui avaient dit, puis il se faisait croire à lui-même que c'était vrai pour se craquer, pour essayer de détruire ses adversaires. On dirait qu'on cherche ça du côté de San Diego. Puis un exemple que j'ai, c'est après le match numéro 2, le match où ça avait vraiment brassé, Ken Rosenthal avait écrit un article dans The Athletic pour dire un peu que ça avait brassé, puis il avait traité ça, pas directement, mais on en déduisait il trouvait que certains joueurs de San Diego étaient peut-être bums un peu, puis que ça avait brassé. Et les gars de San Diego avaient tellement pas apprécié que Ken Rosenthal, il écrit pour The Athletic, mais il travaille aussi pour Fox, et il passe des entrevues durant les matchs, et durant le match numéro 3, ils ont dit, il n'y a personne qui va répondre dans notre dugout aux questions de Ken Rosenthal, pointe-toi pas. Pendant un match, un boycott d'un match, on ne répond pas à tes questions parce qu'on n'a pas apprécié ton article. Donc, on dirait que le gros défi de cette série-là, c'est de garder son attention vraiment sur le baseball et pas de se laisser distraire par je t'ai volé un circuit, puis là, après ça, j'ai fait un bat flip, puis j'ai lancé une balle, puis après ça, il y a le journaliste qui a dit ci, puis il y a un partisan qui a fait ça, puis le gérant adverse a dit ci. Il faut, pour le match numéro 5, là, surtout les Padres qui vont retourner en territoire hostile à Los Angeles, il va falloir que les deux équipes aient vraiment les yeux sur l'objectif et se disent, nous, on est là pour gagner un match de baseball parce que si on se laisse distraire par le partisan, puis par le journaliste, puis par le gérant adverse, le reste des séries qui sont excellentes, on va les regarder chez nous. Oui, puis l'équipe qui va passer entre les deux, là, que ce soit les Padres ou les Dodgers, il va y avoir une baisse d'intensité, inévitablement. Oui. Peut-être qu'on va tomber un petit peu à plat pour la prochaine série. C'est ça le danger. Moi, j'ai eu plein de visions là, depuis le début de cette série-là. Je m'imaginais Pedro Martinez lancé pour les Dodgers. Et boy! Et boy! Il aurait passé des messages. Oh là 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 là! Et tu sais, on va se le dire entre nous, il y a quelques faces à claque à San Diego. Hein. On court un peu après le trou, puis je ne dis pas que les Dodgers, c'est des anges. C'est pas ça du tout. Mais il y a excentrique, il y a quirky, peu importe, tous les termes, on peut les employer, ça se retrouve à San Diego, ils les ont tous. On dirait qu'ils ont pris une équipe bâtie un peu pour ça. Oui, des bombes, oui, mais n'empêche qu'ils livrent la marchandise. Puis, on dirait que même que les deux équipes se sont trompées de sport. Ça ressemble à des séries de la Ligue nationale de hockey, comme c'est parti là. Mais c'est beau à voir, c'est excitant, mais en même temps, il y a un danger à ça. Je l'ai dit tout à l'heure, l'équipe qui passe, il va trouver sa motivation où contre les Mets. C'est ça l'affaire. Sébastien, faisons du chemin justement sur ce que Pascal vient de dire. On dirait qu'il y a une espèce de mentalité à San Diego. Pour moi, un élément de réponse, le plus gros élément de réponse, c'est Manny Machado. Parce que tout le monde est d'accord que dans le vestiaire, c'est lui qui est le meneur, qui est comme le capitaine de cette formation-là. Manny Machado est capable du meilleur. On a vu, je pense que c'était dans le match numéro 2, justement, quand il a réuni ses coéquipiers alentour du dugout, puis qu'il leur a parlé, puis que finalement, ça a eu les effets escomptés. Mais il est aussi capable du pire. Quand il s'est insulté quand il s'est chicané avec Jack Flaherty, quand il a lancé la balle à Dave Roberts, quand il a peu importe. Et ça s'est tout passé dans le même match. Là. Le spectre de Manny Machado est très, très large et il peut aller d'un bord et de l'autre super rapidement. Là. Ça ne prend pas une couple de jours avant de virer d'un côté. Là. Machado a joué à Los Angeles. Il a joué à Los Angeles, il a joué pour Dave Roberts. Moi, je pense que ça part de là, parce qu'après, quand tu as Machado qui fait ça, Denis qui dit justement que c'est le joueur qui haït le plus au monde depuis longtemps, puis je suis certain qu'il n'est pas le seul à penser comme ça, Sébastien, parce qu'il est haïssable, Manny Machado. Là. Moi, j'ai l'impression que il est arrivé avec Bryce Harper dans la ligue à peu près en même temps, puis les deux avaient un caractère qui était quand même bouillant, puis il faisait par les deux. Depuis ce temps-là, Bryce Harper, il a canalisé ses énergies un petit peu, puis il est devenu vraiment plus un leader positif, puis on dirait qu'il y en a qui pensent peut-être qu'il est moins bon, même parce qu'on n'entend plus parler de lui, mais c'est juste qu'il s'est calmé. Manny Machado, c'est pas toujours calmé. Là. Non, mais il ne se calmera pas non plus. Il ne faut pas s'attendre à ça non plus dans les prochaines années. Puis tantôt, quand tu mentionnais, il est capable du meilleur et du pire. Quand tu parlais du pire, si on se place dans la peau des joueurs des Padres, le fait de lancer une balle vers l'abri des Dodgers, de se pogner un petit peu avec Jack Flaherty, c'est pas nécessairement mauvais. Ça peut rallier les troupes, ça aussi. Donc, tu sais, peut-être que ça a eu l'effet escompté là également. Puis, il faut se rappeler aussi de sa course du premier au deuxième sur une balle à double jeu où Freddie Freeman était à genoux,
complètement bifurqué de sa trajectoire de course avant que Freeman lance la balle vers le deuxième coussin. La balle qui a ricoché sur son casque s'est retrouvée au champ gauche. Machado s'est retrouvé au troisième coussin et là, les écluses étaient ouvertes et ça a donné le ton aux Padres pour prendre les devants puis faire une manche de 6 points. Donc, Machado fait le travail dans le vestiaire, fait le travail dans l'abri et fait le travail sur le terrain. Donc, c'est un leader à tous les points de vue. Ce n'est pas nécessairement le leader qui fit dans chacune des équipes, mais je pense que dans le portrait des Padres, qui est une équipe un petit peu bâtie dans cette optique-là, ça fait la job jusqu'à maintenant. Ouais, je pense qu'on est content de l'avoir du côté de San Diego. Et il attire même la chance, Pascal. Je ne sais pas si tu as vu dans le match d'hier, pas Shohei Ohtani, mais il y a une balle qui a été frappée alors que Shohei Ohtani était sur les sentiers. Ohtani voit que Machado a manqué la balle au troisième coussin, donc contourne pour se rendre au marbre. Et finalement, la balle qui a atterri sur l'arbitre, donc l'arbitre, par la force des choses qui l'a bloqué, a empêché que la balle se rende loin dans le champ extérieur. Manny Machado qui fait le tour de l'arbitre, prend son gros bras, lance au marbre et Shohei Ohtani qui est retiré par 2 secondes à peu près, c'était pas proche du tout, voit la reprise finalement sur son iPad en revenant au vestiaire dans le dugout et il était vraiment fâché de la façon dont ça s'est passé. Donc, il attire la chance aussi là, jusqu'à un certain point, Manny Machado. Il attire la chance, puis ça a été pour les Dodgers, ça a été une raison de plus pour le détester ou pour l'haïr, peu importe. Suite à ce fameux match-là où il a lancé la balle en direction de Roberts, j'ai vu, je ne me souviens pas sur quelle plateforme, les pires moments de Machado. C'est un joueur salaud, là. Il en a cramponné plusieurs des joueurs sur les sentiers au premier coussin. Quand tu joues au baseball et tu as l'intention de blesser, c'est pas le fun. C'est pas tout à fait le sport pour ça. Non. Mais n'empêche, il est un leader à sa façon. Quand Tatis a eu des moments difficiles, c'est Machado qui s'est levé pour leader cette équipe-là. Tout le monde pensait que le nouveau leader de l'équipe, c'était Fernando Tatis. Il a prouvé que c'était loin d'être un leader, en fait. Mais c'est Machado qui a tenu cette équipe-là serrée, peu importe les défauts, peu importe les qualités. Moi, je pense qu'il faut lui rendre là, ce qui lui appartient. Puis si les Padres sont ce qu'ils sont aujourd'hui, ben, c'est en grande partie grâce à Manny Machado. Là. Puis ce que tu viens de dire, c'est exactement vrai parce que quand il a signé son premier contrat à San Diego, on a dit tu vas signer en dessous de ce que Fernando Tatis Jr. gagne. Et finalement, quand il a utilisé son option de sortie pour re-signer un autre contrat de 10 ans, là, il y a eu un contrat plus imposant que celui de Fernando Tatis Jr. Donc, tu sais, ça peut avoir l'air banal parce que, bon, c'est rendu à des 300, 340, 350 millions de dollars, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même un indice là, quand tu gagnes un petit peu plus que le collègue à côté. Donc, non, à San Diego, on est content de l'avoir, même si, comme tu l'as dit, il a déjà cramponné certains joueurs. C'était-tu Aguilar dans le temps, là, quand il était justement les séries, quand il était à Los Angeles. Parler à Dustin Pedroia, voir s'il est content que sa carrière ait pris fin prématurément parce qu'il a été spiké au deuxième but par Manny Machado quand il était à Baltimore. Donc, alors, c'est un spécimen. C'est pour ce genre de joueurs-là qu'on a changé les règlements, justement, les glissades au deuxième but, les glissades au marbre. Manny Machado fait partie de ce genre de joueurs-là qui ont fait que le baseball majeur a pris ce genre de décision-là. Absolument. Sébastien, parle-moi du rendement un petit peu des vedettes des Dodgers. Shohei Ohtani qui a eu des moments forts au début, à la fin, une petite période creuse. Mookie Betts qui présentement est en feu, mais qui n'avait pas frappé de coup sûr en série depuis 2022. Là, c'est quand même assez notable. Freddie Freeman qui doit composer chaque jour avec sa grosse blessure à la cheville. C'est pas facile là, pour le Big Three des Dodgers depuis le début de la série. Là, parce que si ça avait été plus facile que ça, nonobstant le monticule où c'est plus compliqué, mais peut-être que cette série-là serait déjà terminée. Là, si Ohtani avait mis le club sur ses épaules à tous les jours, ce qui est impossible à faire au baseball, mais si Mookie Betts avait commencé avant, puis si Freddie Freeman était en santé, on parlerait peut-être d'une série différente aujourd'hui. Là. Ah, c'est sûr et certain. Et si on prend juste le cas de Freddie Freeman, justement, ce gars-là souffre présentement sur le terrain de baseball. Là. C'est vraiment triste à voir un joueur avec ce talent-là qui n'est pas capable d'exploiter tout ce qu'il a en lui. Il va jusqu'au bout de lui-même, mais il n'est pas capable d'en donner plus. Donc, si on avait un Freddie Freeman en santé, c'est sûr que la série serait différente. Si on avait un Mookie Betts qui se cherchait jusqu'à
tout récemment. Là, ça va beaucoup mieux. Il s'est fait voler un circuit par Jurickson Profar, mais quand même, il est revenu à la charge. Là, il est redevenu le Mookie Betts des belles années. Donc, c'est sûr que ça change la donne. Dans le cas de Shohei Ohtani, on ne peut pas y en demander beaucoup plus. Là. Il ne peut pas, à tous les soirs, être l'homme de la situation, surtout quand il est moins protégé parce que Freddie Freeman est blessé, que Mookie Betts ne produit pas. Il ne peut pas traîner cette équipe-là sur ses épaules à tous les soirs. Il l'a fait. Devra le faire probablement dans le prochain match parce que ça risque d'être la même situation que lors du match numéro 4. Mais si ce trio de tête-là ne performe pas, le reste de l'équipe, autant dans le rôle offensif que dans la rotation partante, ce n'est pas eux qui vont traîner cette équipe-là. Donc, tout va partir du haut de l'alignement offensif des Dodgers. Ben, moi, c'est là où je voulais m'en aller. On parle du Big Three, mais t'es Oscar Hernandez, Gavin Lux, Will Smith. Il faut qu'ils prennent les choses en main. Puis c'est des joueurs de soutien presque quand tu joues pour les Dodgers, mais c'est des joueurs de soutien de luxe. Puis ils doivent livrer la marchandise. Smith, c'est quand même un des receveurs offensifs les plus performants du baseball majeur actuellement. Oui. Ça paraît pas. Je pense qu'il a frappé un circuit hier, mais ça paraît pas nécessairement là, globalement dans sa production. Puis il est quand même bien placé dans le rôle offensif. Oui, absolument. C'est un travail, ça prend 26 joueurs pour gagner en séries éliminatoires. C'est un cliché, mais c'est un cliché pour une bonne raison. Tout le monde doit avoir son petit rôle à jouer là, dans ces séries. Denis qui nous a demandé d'arrêter de parler de Manny Machado parce qu'il l'haït encore plus. Mais par contre, Freddie Freeman, lui, il l'aime parce que c'est un... Donc, on va se diriger vers Freeman. Voilà. En fait, Sébastien, on va se diriger vers la série entre les Yankees et les Royals. On est en début de troisième en ce moment dans le match numéro 4 pour ceux qui nous écoutent en live. Les Yankees qui mènent 1-0 en début de troisième. Donc, Pascal, qu'est-ce que tu penses des 3 premiers matchs de cette série-là? Est-ce que c'est une série qui te divertit, celle entre les Yankees et les Royals? Ben, c'est à peu près la série la plus serrée. Selon moi, les deux équipes sont dans le match juste presque à la fin. C'est des matchs un peu sans histoire. Les lanceurs font leur travail, les frappeurs sont opportunistes. Mais moi, ce que je retiens, j'ai entendu des commentaires un peu négatifs de certaines personnes par rapport au rendement de Bobby Witt Jr. Comment tu veux avoir des commentaires négatifs par rapport à ce joueur-là? Dans le contexte où si les Royals sont là, ben, c'est pas mal grâce à lui. Puis, il est peut-être un match où c'est plus ordinaire, puis on lui tombe sur le dos en disant ben écoutez, Witt n'a pas fait son travail, c'est pour ça que les Royals ont perdu ce match-là. Incroyable. Incroyable, de s'en prendre à un joueur de ce calibre-là qui a performé de cette façon-là. Moi, c'est un peu l'élément que je retiens, que les gens ont la mémoire très courte. Ce que j'ai aimé, c'est l'accueil des partisans lors du premier match à Kansas City. Lors de sa première présence au bâton, il y a eu une ovation debout, comme pour lui témoigner l'amour des partisans par rapport à tout ce qu'il a fait cette saison. Parce que, comme tu l'as mentionné, Pascal, si les Royals sont là, c'est exclusivement ou presque grâce au travail de Bobby Witt Jr. Puis, si Aaron Judge peut avoir des insuccès depuis le début de sa carrière en séries éliminatoires, je pense que Bobby Witt Jr. peut avoir quelques difficultés au début de sa carrière. Donc, il faut mettre les choses en perspective puis pas mettre toute la pression sur un seul joueur, aussi bon soit-il. Mais où sont les Vinny Pasquantino, les Salvador Perez? Cet alignement offensif-là ne fait rien depuis le début du mois de septembre. Puis, comme tu l'as mentionné, on dirait que c'est seulement la faute de Bobby Witt Jr. C'est clair que c'est assez spécial de voir le traitement qui est réservé à Bobby Witt Jr. C'est assez spécial de voir aussi le traitement d'ailleurs qui est réservé à George Brett, là, qui a quasiment plus d'attention maintenant qu'il en avait quand il jouait. Le match, c'était-tu le match numéro 2 à New York ou quelque chose comme ça, où particulièrement là, il était filmé, là, on dirait, à chaque jeu, là, on dirait que c'était Taylor Swift qui était dans les estrades d'un match des Chiefs de Kansas City. Parlant de Taylor Swift et des Chiefs, Pat Mahomes est en forme hier. Hein? Lui aussi, on l'a vu pas mal. Là. On l'a vu pas mal. Ouais. C'est cool aussi d'avoir un Pat Mahomes, justement, qu'il racontait que pendant le match du lundi soir, ben, il voulait avoir des mises à jour de son équipe parce qu'il est actionnaire minoritaire là, des Royals de Kansas City. C'est le fun. Le mois d'octobre, on dirait qu'il
il appartient au baseball. Là. Tout le monde tombe en mode baseball, même quand tu es en plein dans ta saison de football ou peu importe. C'est quand même assez omniprésent. Puis, moi, ce que je retiens de ça, tu fais lien avec Patrick Mahomes, Sébastien, Kansas City, là, c'est grand comme rien. Là. Oui. C'est un village. Là. Oui. Il y a une équipe dans la NFL qui est 5-0, qui est en route peut-être pour un 3e Super Bowl. Ils ont George Brett. Oui. Juste là, on peut arrêter. Mais tu sais, c'est Kansas City, là. C'est pas New York, c'est pas Chicago, c'est pas Los Angeles. Tu sais, cette ville-là a de l'attention en octobre comme ça se peut pas. Puis j'aime ça. J'aime ça, tu sais, c'est un petit marché. Puis les petits marchés ont aussi le droit d'avoir du fun, là. Absolument. C'est le fun de voir Pat Mahomes aussi être aussi impliqué. C'est pas juste qu'il a mis un petit peu d'argent pour se faire du fun puis suivre une équipe sur le site. Non, il est vraiment impliqué. Il veut savoir comment son équipe, il est propriétaire avec plusieurs autres, mais c'est quand même son équipe. Il a mis son argent là-dedans, puis il est impliqué. Il veut savoir comment ça se passe dans cette équipe-là. Donc, c'est le fun. C'est rafraîchissant comparé à certains autres propriétaires. Puis il a vu son père lancer toute sa vie. Oui. C'est un gars de baseball à la base. Il a grandi dans une culture de baseball, puis il est devenu un pas pire joueur de football quand même. Qui était un pas pire joueur de baseball aussi. Ouais. C'est-tu par Détroit qui avait été repêché, ça se peut-tu? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Ouais. Mais il a été repêché, là, si je ne me trompe pas. Oui. Il faudrait vérifier, oui. Peut-être par un homme. C'est un peu jeune. un homme aux multiples talents. Sébastien, on a des commentaires ici sur Aaron Judge, Denis qui nous mentionne ça va prendre un réveil du juge si les Yankees veulent se rendre jusqu'au bout. Et Étienne qui nous demande qu'est-ce qui est le plus impressionnant entre le but volé de Giancarlo Stanton, un premier depuis genre 2020, si je ne me trompe pas, ou la moyenne au bâton de .91. T'en as glissé un petit mot tantôt. Judge n'a pas un grand historique en séries éliminatoires. Rappelle-toi, en 2022, il avait cassé le record de Roger Maris en saison régulière. Il était à quelques semaines de devenir agent libre. Les Yankees voulaient tout faire ce qui était humainement possible pour le retenir. Il avait eu des insuccès en série. Il avait été hué par les partisans à domicile. Ouais. C'est un joueur qui ne l'a pas en octobre, autant qu'il l'a dans plein d'autres mois de l'année. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Octobre, c'est toujours plus difficile pour lui. Pourquoi c'est difficile comme ça? Je sais bien que tu n'as pas la réponse, là, mais... Non, c'est sûr que je ne l'ai pas. Mais juste avant, pour répondre à la question, c'est sûr et certain que le plus spectaculaire, c'est le but volé de Giancarlo Stanton. Là. Puis je ne sais pas si vous l'avez vu sur la musique thème du Titanic de Céline Dion, mais c'est extraordinaire. Là. C'est extraordinaire. Ça s'invente. C'était même pas proche, en plus. T'sais. Non, c'était même pas proche. Il a volé sur le lanceur. C'est incroyable. Giancarlo Stanton, le lapin. Mais on revient à Aaron Judge. J'en ai aucune idée pourquoi ça ne fonctionne pas. Puis même encore dans le match de ce soir, on commence le match avec un double de Gleyber Torres, un simple de Juan Soto. On a déjà un point en banque. Et qu'est-ce qui arrive? Une balle à double jeu d'Aaron Judge. Ça n'arrivait pas en saison, ou presque pas. On dirait qu'il n'est pas capable de s'adapter au baseball de séries éliminatoires. C'est sûr que les lanceurs, ils vont tout donner. On affronte les meilleurs lanceurs des équipes adverses, mais là, tu dois trouver un moyen de justifier, premièrement, ton contrat, puis aussi, on le sait, ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas un manque de travail, ce n'est pas un manque de leadership, mais ça ne fonctionne pas pour Aaron Judge. C'est rendu au deuxième étage. C'est rendu dans la tête, c'est mental. Il arrive au bâton avec aucune confiance. Il y a un des taux de retrait sur 3 prises le plus élevé de l'histoire du baseball majeur en série. C'est pas dans les habitudes de Judge. Souvent, il est sélectif avec les lancers. Là, mais il fend l'air présentement. Puis c'est pas des bons élans. Peut-être dans le match d'hier, le match numéro 3, c'était de meilleurs élans. Mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'il ne s'élance pas sur les bons lancers, puis il semble déjouer à chacun de ces lancers-là du lanceur adverse. Donc, j'ai aucune idée pourquoi Aaron Judge ne fonctionne pas en séries éliminatoires, mais ça va prendre un réveil du capitaine. Oui, Juan Soto fait le travail, oui, Gleyber Torres fait le travail, mais si Aaron Judge ne le fait pas, bien, ça ne sera pas compliqué. Là, on va affronter le reste de cet alignement offensif-là. On va passer au travers, puis on va remporter le match. Pascal, la théorie que je veux te soulever par rapport à Aaron Judge, peut-être certains insuccès qui ne s'appliquaient pas par le passé, mais qui peuvent s'appliquer cette saison.
On a beaucoup parlé durant la saison morte du fait qu'avec l'acquisition de Juan Soto, on déplaçait Aaron Judge au centre, puis on disait, c'est une position qui est taxante physiquement pour un gars de sa carrure. Est-ce que tu penses que le poids de cette saison-là peut peut-être se faire ressentir, ou pour toi, c'est peut-être plus des excuses à ce niveau-là? Ou... Je ne sais pas. Il a joué à cette position-là toute la saison. Son rendement offensif n'en a pas souffert nécessairement. Puis peut-être que vers la fin de la saison, si son rendement s'était mis à diminuer, ça aurait peut-être pu expliquer, ceci aurait pu expliquer cela. Mais je ne le sais pas. Je le sais pas. C'est peut-être un facteur. Moi, si je suis dans l'organisation des Yankees actuellement, là, j'organise un lunch entre Reggie Jackson et Aaron Judge. Monsieur Octobre qui rencontre pas Monsieur Octobre, qui lui dit moi, je n'étais pas bon en saison, mais tout d'un coup, au mois d'octobre, j'étais le meilleur joueur de baseball sur la planète. C'est quoi Judge qui l'écoute, c'est quoi les conseils que tu peux me donner? Par contre, je ne suis pas sûr que Reggie Jackson soit resté en si bon contact que ça avec les Yankees. Là. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est un peu l'opposé de Reggie Jackson actuellement à Aaron Judge. Ouais, je pense qu'il n'est pas resté en contact en bon terme avec pas grand monde. Pas grand monde, finalement. mais Sébastien, je ne sais pas ce que tu allais dire, mais moi, ce que je vais te lancer, c'est à ce souper-là, si jamais il existe, j'inviterais peut-être Giancarlo Stanton aussi, parce qu'en voulant un qui n'a pas de difficulté à se lever en octobre, puis tu sais, Giancarlo Stanton, on peut y reprocher bien des affaires chez les Yankees, puis il y en a des reproches. Mais s'il y a deux trucs qu'on ne peut pas reprocher à Giancarlo Stanton, c'est que, un, il a toujours su composer avec la pression des médias et des fans qui l'ont hué. Il n'a jamais dépassé la limite. Il n'a jamais envoyé promener les partisans, quoi que ce soit. Il a toujours accepté son sort. Et deux, en séries éliminatoires, c'est un gars qui se lève et il ne l'a pas fait parce qu'il a acquis de l'expérience à Miami avant. Là. Cette expérience-là, il l'a acquis en séries éliminatoires avec les Yankees. Il arrive à produire, il arrive à frapper le coup de circuit opportun ou visiblement à voler un but. C'est un joueur important en séries éliminatoires. Oui, puis il ne s'est jamais défilé. Tu mentionnais toute la pression qu'il peut avoir à New York. Oui, il n'a jamais dépassé les bornes, mais il ne s'est jamais défilé non plus. Il a pris le blanc quand c'était le temps. Il le sait, c'est pas un fou à temps plein. Là. Il sait quand ça ne fonctionne pas, que c'est de sa faute. Mais à chacune des séries éliminatoires des Yankees, s'il y a un joueur qui se présente, c'est Giancarlo Stanton. Donc oui, on pourrait l'inviter à ce souper-là. On pourrait aussi inviter Derek Jeter. L'héritage d'Aaron Judge présentement est en train de pâlir seulement à cause de ses performances en séries éliminatoires, ce qui fait contraste avec justement Jackson et Jeter qui, lorsque le moment devenait aussi important, bien c'était là qu'ils s'y levaient. C'est là qu'ils faisaient leur héritage, c'est là qu'ils bâtissaient, ils se définissaient comme une légende à ce moment-là, et là, Aaron Judge n'est pas capable de le faire. C'est sûr qu'il reste encore du temps. Aaron Judge va pouvoir le faire soit cette année, un petit peu plus tard dans les séries, si les Yankees s'y rendent, dans les années futures. Mais à un moment ou à un autre, c'est là qu'on va départager les grands des moins grands. Puis est-ce que Aaron Judge va se retrouver du côté des moins grands parce que oui, il est capable de performer en série, en saison régulière, mais quand vient le temps de performer, lors du baseball d'octobre, il n'est plus là. C'est peut-être là que quand va venir le temps de plaider sa cause pour le temps de le renommer, on va peut-être y penser à deux fois. Là. Messieurs, j'ai une image qui me vient. Vas-y. À ce même repas-là, moi, je m'invite Mariano Rivera pour venir servir le café. C'en est un qui était pas mal performant en octobre aussi. Sauf à une occasion, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. Non. Il pourrait y avoir bien du monde à cette table-là, je pense quand même. Puis il pourrait y avoir bien du monde aussi qui sont dans la position d'Aaron Judge. Parce que on en parlait, Pascal, là, certains joueurs qui ont des insuccès en séries éliminatoires, il y en a parmi toutes les grosses équipes. En série, je veux dire, oui, il y a quelques joueurs qui se lèvent, on peut en nommer plusieurs, on peut parler de Fernando Tatis Jr., mais pour tous ces joueurs-là, il y en a beaucoup aussi qui ont quand même de la difficulté. Moi, l'impression que j'ai, puis c'est une pensée que je viens d'avoir, dis-moi ce que tu en penses, mais on met toujours l'emphase sur les lanceurs, puis dire, quand on va aller chercher un lanceur pour les séries éliminatoires, écoute, les lanceurs partants ne durent peut-être pas aussi longtemps qu'on le voudrait, mais un bon lanceur partant peut faire la différence. Puis qu'est-ce qu'on se dit au début d'une série? Regarde, qu'est-ce qu'on se dit avec les Tigers? Au moins, ils vont peut-être gagner le départ de Tarik Skubal. Puis qu'est-ce qu'on se dit avec les Orioles? Ils n'ont pas le choix de gagner le match numéro 1 qui est celui de Corbin Burns. Fait que, les lanceurs sont forts aussi. Fait que, oui, il faut que les frappeurs s'améliorent, les gars comme Aaron Judge, mais donnons crédit aux lanceurs qui sont capables aussi de se lever au mois d'octobre.
Ben, tu sais, ça se passe beaucoup. Sébastien, tu parlais du deuxième étage tantôt. Les lanceurs, on s'entend que ça se passe beaucoup au deuxième étage. Ben, il faudrait que les frappeurs s'ajustent et soient capables de faire le ménage au deuxième étage. Tu sais, il y a des joueurs qui se levaient. Là, on parlait de Stanton tout à l'heure. Tu sais, il y a un certain Kurt Gibson que les Dodgers étaient allés chercher. C'était un joueur qui se levait au bon moment, puis que lui, il était fort mentalement quand c'était le temps. C'était pas une super vedette, là, mais c'était un joueur qui se salissait, c'est un joueur qui saignait du nez, puis c'est un joueur que quand tu lui donnais une chance de faire la différence à la fin d'un match, on l'a vu, là. Tu sais, les images du baseball majeur historique qui roulent encore aujourd'hui, on voit toujours le circuit de Kurt Gibson qui est en train de partir sa tondeuse, là. Tu sais, c'est historique, puis ça prend des joueurs comme ça pour avoir du baseball intéressant en octobre. Puis c'est vraiment plate que Josh, pour le moment, en fasse pas partie. Mais moi, je garde confiance parce qu'il va faire les séries encore couple de fois, ce gars-là. Là. Faut pas croire, là. C'est là qu'il va falloir qu'il le prouve. Il y a des joueurs qui sont capables de faire le switch quand vient le temps de passer de la saison régulière aux séries éliminatoires. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu, pas intimidés, mais on dirait que ce passage-là, parce que tu le mentionnais tantôt, on aurait vu une baisse de régime du capitaine vers la fin de la saison s'il y avait eu quelque chose. Mais là, ça a vraiment été au moment où les séries éliminatoires sont arrivées. C'est sûr qu'il y a eu la semaine de congé. Peut-être que ça n'aide pas non plus pour ce genre de frappeur-là, qui, quand il est dans une bonne séquence, on dirait qu'il va frapper tous les balles qui vont lui être lancées. Quand ça va moins bien, mais là, on dirait que la boule de neige continue de grossir. Mais tu sais, ces équipes-là là, qui se classent rapidement en série puis qui savent qu'ils vont avoir un délai là, d'une semaine, je ne sais pas, moi, il y a des préparateurs physiques dans chacune des équipes sportives. Et ils devraient peut-être investir un peu sur des préparateurs qui travaillent l'aspect psychologique de la chose, qui sont capables de les préparer, qui sont capables d'avoir une visualisation de ce qui s'en vient. Tu sais, c'est des professionnels, là, mais c'est pas des machines à temps plein. Là. Ces gens-là, ils ont besoin d'aide aussi. Là. Absolument. Mais il n'y a rien comme un vrai match. C'est ça la différence. Ils ont des technologies exceptionnelles. Ils jouent des matchs simulés. Ils peuvent affronter le lanceur qu'ils veulent. C'est fou. Mais il n'y a rien qui va battre un vrai match. Puis tu sais, même si tu passes ta semaine dans la cage des frappeurs, ça reste une cage des frappeurs. C'est ça, exact. Ouais. C'est dur de recréer l'ambiance des séries éliminatoires quand tu n'es pas en séries éliminatoires, mais oui, c'est un bon point, en effet. Il y a Denis qui nous rappelle que c'est un classique contre Dennis Eckersley, le fameux coup de Kirk Gibson. J'ai envie d'ajouter aussi dans l'histoire peut-être un peu plus récente, mais le match numéro 7 de la Série mondiale en 2014, quand Madison Bumgarner est arrivé pour une ou deux manches de relève qui s'est transformé en 5 manches où il a été exceptionnel. Là, pour moi, c'est ce que j'ai vu de plus beau là, en séries éliminatoires. Là, ça m'impressionne encore à chaque fois. Espérons qu'on puisse vivre quelque chose comme ça cette année. Puis au rythme où ça va, c'est pas impossible parce que c'est vraiment impressionnant comme séries éliminatoires. On en a parlé de 3 avec les Yankees qui mènent toujours 1-0 en début de quatrième. Denis qui nous mentionne d'ailleurs que Garrett Cole lance un bon match jusqu'à présent. Et ça nous mène à cette dernière série-là qui est en cours. On est en début de 9e manche. Les Guardians qui mènent toujours 4-3 contre les Tigers de Détroit. Les Tigers, Pascal, qui est cette équipe Cendrillon, clairement, là, du parcours éliminatoire en 2024. On ne les attendait pas là. Ils mènent la série 2-1. Là, au moment où on se parle, tout indique que les Guardians sont en bonne position de forcer un match ultime. Mais c'est impressionnant de s'être rendu jusque-là parce que s'ils avaient baissé pavillon contre les Astros, on se serait dit, ben écoute, ils se sont rendus jusque-là, ils ont acquis de la belle expérience, ils vont peut-être revenir en force l'an prochain. Non, on ne s'est pas contenté de ça. Puis AJ Hinch, visiblement, est capable d'appuyer sur les bons boutons là, pour transporter son équipe au prochain niveau. Puis quand on parle de masse salariale, on est un petit peu à l'inverse des Mets. Hein? Un peu. Un petit peu. Puis si on va au match ultime, ce match ultime-là, il peut aller d'un côté comme de l'autre. Ben oui. On prend un 25 cents, on le lance dans les airs. On parlait d'Emmanuel Classé. On s'est écrit durant cette séquence-là, quand il a accordé le circuit de 3 points. Quand c'est rendu que tu frappes un circuit de 3 points contre Emmanuel Classé, tu es capable de remporter tous les matchs. Toutes les possibilités de matchs qui se présentent à toi, tu es capable de les gagner.
ils ont peur de rien, les Tigers, actuellement. Il n'y a rien qui leur fait peur. Puis les Guardians, c'est peut-être ce qui se dresse devant eux qui est le plus dangereux. S'ils passent à travers les Guardians, peut-être que le paradis leur est offert. Là. Mais ce serait intéressant de voir les Tigers se poursuivre, mais en même temps, ce serait aussi intéressant de voir les Guardians se poursuivre parce qu'ils méritent d'être là. C'est vrai que les deux équipes méritent d'être là dans les faits. Si les Guardians passent, Sébastien, l'équipe qui les affrontera, là, que ce soit New York ou que ce soit Kansas City, vont devoir se frotter à un enclos qui est redoutable. Puis autant de l'autre côté, à Détroit, c'est un enclos qui est bon aussi, peut-être pas aussi profond que celui de Cleveland, mais il est bien géré, il est bien amené. C'est pas deux enclos qui sont faciles à travailler. Là. À défaut d'avoir des partants de qualité en surnombre, ben, tu as quand même des options sur le monticule. Oui, exactement. Puis c'est deux enclos qui ont été surutilisés. Et Ouais. AJ Hinch qui amène ses releveurs, peu importe le moment. Il l'amène en première manche, en troisième, n'importe quand, n'importe qui. Beau Brisky qui est le closer lors d'un match, arrive en milieu de match lors du match suivant. La façon que c'est géré présentement chez les Tigers de Détroit, c'est ce qui fait la différence. Et Pascal, tu disais un match numéro 5 peut aller d'un côté comme de l'autre. J'aurais même tendance à dire que ça peut aller du côté des Tigers parce que ça va être Tarik Skubal qui va être sur la butte pour Détroit. Donc, Détroit s'est donné cette possibilité-là d'aller chercher la série en forçant un match numéro 5, en gagnant 2 des 3 premiers matchs. Puis là, tu as l'homme que tu veux au monticule au moment où tu veux. Donc, même si ça devait se terminer de cette façon-là, ça aura été une saison extraordinaire pour les Tigers. Absolument. Ce qu'on remarque, Pascal, du côté de Cleveland, c'est un manque d'opportunisme au bâton. Il y a eu beaucoup de points qui ont été marqués dans les 6 premières manches du premier match. Là, au moment où on se parle, en début de 9e manche, il y a 4 points qui ont été marqués, dont un point en première manche. Mais dans les matchs numéro 2, numéro 3, ça a été la traversée du désert quand les Tigers ont gagné 2 matchs par blanchissage. C'est un club de série peut pas se faire blanchir 2 fois de suite puis espérer s'en sortir trop souvent. Tu sais, là, visiblement, on s'enligne pour aller pour un match numéro 5. Mais si on passe en série de championnat puis qu'on s'en va affronter soit les Yankees, soit les Royals, même si ce n'est pas nécessairement les deux attaques les plus dévastatrices à tous les soirs, ben, tu ne peux pas tomber sur la soirée où cette équipe-là va se lever puis que tu as besoin de marquer 7-8 points pour gagner parce que Cleveland a bien de la misère à faire ça en ce moment. Oui, puis ils ne sont pas nombreux, les joueurs qui peuvent se lever en attaque nécessairement. C'est une attaque qui est collective où il faut que tout le monde fonctionne en même temps. Il n'y a pas 1, 2, 3 joueurs qui peuvent se permettre de prendre des vacances. José Ramirez ne peut pas se permettre de prendre des vacances. Lui, il ne peut pas se dire, moi, je pars 3 heures puis je reviens. Il n'y en est pas question. C'est très diversifié comme attaque, mais en même temps, c'est très risqué, c'est très mince. Puis oui, il pourra en payer le prix. Puis contre Skubal, ben, ça ne laisse pas une grosse chance. Si tu n'as pas marqué de points en 5e, là, pas plus de chances que tu en marques en 6e nécessairement. Là. Puis la relève des Tigers, vous l'avez dit, elle n'est pas aussi efficace que celle des Guardians, mais il n'empêche qu'elle est quand même capable de faire le boulot. Puis parlant de releveur, Charles-Alexis, tu as écrit un texte là, sur les 4 Canadiens actuellement qui sont dans l'alignement. Il y en a un qui n'est pas pire en relève. Hein? Kate Smith, là, il fait le travail pas à peu près. Lui, il faut ouvrir des yeux actuellement. Là. Il est vraiment en train de se faire un nom dans le baseball majeur. Puis c'est ça qui est le fun aussi des séries, c'est que, tu sais, Kate Smith, qui est un lanceur, je vais dire un lanceur comme un autre, en tout respect pour le lanceur, mais tu sais, un lanceur comme il s'en fait d'autres du côté de Cleveland, en saison régulière, c'est pas le genre de gars que tu remarques, mais en séries éliminatoires, il suffit d'avoir une bonne performance. Puis là, on souligne qu'il est Canadien, puis on souligne l'aspect qui est aux côtés des frères Naylor, qu'il y a 4 Canadiens dans cet alignement-là de séries éliminatoires du côté des Guardians. C'est le fun, puis justement, ça le fait rayonner. Il y a eu une victoire, il a été crédité d'une victoire en début de série, puis ça a été, Pascal, le 9e Canadien quand même à obtenir une victoire comme lanceur en séries éliminatoires. C'est quelque chose que même un gars comme Éric Gagné n'avait jamais réussi à faire. C'est spécial quand même. Il y a eu la batterie avec le receveur Naylor aussi. Nous. Absolument, absolument. Puis je pense que Smith a lancé à soir. Oui, on l'a sorti, oui. Ouais. Bon. Ben, tu vois, c'est un homme de confiance là, du côté des Guardians. Sébastien, as-tu quelque chose à rajouter sur cette série-là entre Détroit et Cleveland?
Ben, c'est pas du mauvais baseball, c'est pas du baseball nécessairement spectaculaire, mais ça reste que c'est des matchs serrés, puis de la façon dont les choses risquent de se produire avec les Guardians en avance, mais on se rend à la limite, ce qui est totalement normal pour cette série-là jusqu'à maintenant avec les 4 premiers matchs qu'on a vus. Mais là, on arrive avec Tarik Skubal sur la butte, comme je le mentionnais tantôt. C'est peut-être là que les choses vont se passer pour les Tigers. Skubal, qui n'est pas infrappable, mais on l'a vu dans le match numéro 2, les frappeurs des Guardians ne sont pas à l'aise de l'affronter, là. Est-ce que ça va changer parce que justement, on l'a vu à plusieurs reprises lors de cette rencontre-là? Peut-être. Mais Skubal arrive sur la butte en étant intimidant. Il arrive avec cette confiance-là. Puis les joueurs derrière lui, bien, ils le suivent. Puis les Tigers, c'est n'importe qui, n'importe quand. Zach McKinstry aujourd'hui qui frappe une longue balle. Il avait presque pas joué de la série. Donc, chacun de ces joueurs-là, à un moment ou à un autre, se démarque. Puis quand on a un leader comme Tarik Skubal au monticule, bien, on se rallie derrière lui. Puis c'est ce qui peut les faire passer en série de championnat. Mais il ne faut pas négliger les Guardians de Cleveland. Très bien dirigé également. Si on réussit par miracle à prendre les devants puis qu'on amène cet enclos de relève-là, ça peut être terminé aussi. Absolument. Ça va être important de marquer rapidement là, dans les deux cas, là, si jamais match numéro 5, il y a. Donc, messieurs, ça fait le tour de ce qui s'est passé en séries éliminatoires. On va suivre demain soir la série entre les Dodgers et les Padres pour voir qui aura la chance d'accueillir le premier match de la série de championnat contre les Mets de New York qui se sont qualifiés en battant les Phillies en 4 matchs. Et on verra ceux qui s'enlignent pour jouer samedi soir dans l'américaine. Visiblement, à moins d'un changement en 9e manche, c'est présentement même, c'est 5-3 maintenant pour Cleveland en début de 9e. On s'enligne pour un match numéro 5 et on verra si les Yankees garderont l'avance et pourront se qualifier dès maintenant ou si Kansas City forcera aussi un match ultime dans cette série-là. Je pense pas qu'Emmanuel Classé va accorder un autre circuit de 3 points. Là. Je serais bien étonné. Je pense que le prochain circuit qu'il va accorder, c'est en 2025. C'est ma prédiction. Je pense pas que c'est un hot take pour autant. Pascal, merci beaucoup d'avoir été là avec nous dans une journée chargée pour toi. Donc, de prendre le temps de venir jaser de balle, c'est toujours un plaisir. C'est toujours apprécié. Yes. Merci à tous les auditeurs qui nous ont écoutés en live sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Merci à tous ceux qui téléchargent le podcast et qui l'écoutent aussi. Sébastien, merci à toi d'avoir été là encore une fois cette semaine. Et dis-nous donc, juste avant de finir, où est-ce qu'on peut nous trouver sur le Passion MLB? Un petit peu partout, dans quelques minutes. Peut-être un petit peu plus tard qu'à l'habitude parce qu'il y a quelques matchs qui se déroulent en ce moment, mais on va placer l'enregistrement de l'épisode 34 de Passion MLB, le podcast, sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple, Amazon, YouTube. Si vous nous cherchez, vous allez nous trouver et bien sûr sur notre site web passionmlb.com. Donc, on vous invite à nous suivre notre couverture des séries éliminatoires 2024 sur passionmlb.com, comme tu l'as dit, Sébastien. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, de nous avoir écoutés. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.